la table ronde de Humanistic Leadership. Au cas où vous auriez un doute, je vous le dis. Avant de commencer vraiment la table ronde, je vais dresser un petit état des lieux qui a déjà bien été fait par mes collègues lors des tables rondes précédentes. Mais globalement, on va essayer de voir pourquoi il y a une adaptation nécessaire du leadership. Donc ça ne vous a pas échappé, on vous l'a rappelé aussi tout à l'heure, on est vraiment dans un monde d'incertitude. D'incertitude avec vraiment des perturbations accélérées. On l'a vu avec le Covid, avec les tensions géopolitiques, avec l'élection de certains présidents qui changent beaucoup d'avis. Enfin, pour tout ça, ça donne un élément d'incertitude vraiment très fort. Et on parle d'un environnement que l'on appelle VUCA, pour volatile, incertain, complexe et ambigu. Et parce que justement ces changements s'accélèrent, certains auteurs disent qu'il y en a 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Justement parce que ces changements s'accélèrent, on est moins préparé, alors qu'il faudrait l'être davantage. Mais justement, les managers n'ont plus le temps d'être bien préparés puisque les changements s'accélèrent. Et donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment l'urgence d'un nouveau type de leadership et qui permette à l'organisation de bouger dans de nouvelles directions. Et à l'IAE, on a pris le parti d'opter pour un leadership humaniste. Alors, comment est née cette vision? Je pense en fait que fondamentalement, elle était dans les racines de l'IAE depuis très longtemps. Par contre, elle a été formalisée plus récemment et en fait sur l'impulsion des quiz. Parce que je ne sais pas si vous savez comment ça se fait, mais on a un rapport à écrire. Et une année, le rapport nous a demandé un chapitre RSE. Et alors qu'on en faisait, un peu comme M. Jourdain pour la prose, on n'était pas capable, on savait pas vraiment par quel bout le prendre. Donc on s'est dit: «Ah ouais, ben, comment on va écrire ce chapitre?» Et on a commencé à y réfléchir et quelles sont les actions phares que l'on va faire? Et en fait, pour chaque quiz, on a rajouté une action phare. Et la première à laquelle on est pensé, c'est qu'on s'est dit: «Ben, en fait, voilà, on a 1 000 étudiants par an, c'est bien, mais si on ne fait que des choses en interne, ben, on va faire des choses pour 1 000 personnes. Par contre, si on influence 1 000 personnes qui elles-mêmes vont le mettre en place dans leur entreprise, alors on va vraiment avoir un fort impact.» Et donc, on a commencé par suggérer à nos étudiants de signer un serment, qui est le serment du management. Et ce serment, en fait, c'est un serment qui avait été écrit par Harvard Business School. Alors, j'ai appris aujourd'hui l'influence sur notre modèle d'Harvard Business School que je ne connaissais pas. Et en fait, donc, on a eu encore, enfin, on a aussi pris donc ce serment à Harvard Business School et on le fait signer à tous nos étudiants. C'est volontaire, hein, donc ils ne sont pas tous obligés, ils ne le signent pas tous, mais une grande majorité le signe. C'est un petit peu comme l'idée du serment d'Hippocrate, quoi. Donc on est sur un serment où on s'engage pour la vie à avoir un type de pratique. Donc ça a été notre première mesure. Ensuite, on s'est dit, on fait plein de cours, mais en fait, plein de cours sur la RSE, mais on ne les avait pas vraiment structurés ou organisés. Donc, on a essayé de les répertorier. Et on s'est dit aussi, nos M1, ils vont commencer par ça. On va faire un cours de 24 heures où ils auront un cours de responsabilité sociale de l'entreprise. Donc là, le 3 septembre, je commence un cours. Enfin, je fais ça les années précédentes aussi, mais en début d'année, ils ont 24 heures de responsabilité sociale de l'entreprise. Et depuis 2 ans ou 3 ans, on intègre une partie sur la décarbonation. Donc, au-delà de la responsabilité sociale de l'entreprise, la décarbonation. Et on a mis aussi un module avancé dans chacun des M2, parce que ça, c'est pour le Master 1, mais on a fait ça aussi pour le Master 2. Également, depuis 2 ans, je crois, on demande aux étudiants de s'investir dans une association sociale ou environnementale, et on leur demande de s'investir pendant un semestre et après de nous faire un rapport pour nous expliquer ce que ça leur a apporté. On a des nouvelles idées aussi pour développer le leadership humaniste de nos étudiants. C'est Kunchika qui les porte et qui vous en parlera. Donc, vraiment, le leadership humaniste, c'est au niveau interne, mais aussi au niveau externe. Et c'est pour les parties prenantes humaines, mais aussi non humaines, c'est-à-dire l'environnement, et notamment l'environnement naturel. Donc, dans cette table ronde, nous allons avoir plusieurs invités. Donc, nous commencerons par Geneviève Ferraud. Geneviève Ferraud a travaillé pendant déjà un doctorat de l'IAEDEX au départ, puis après a eu une carrière de 20 ans à l'ONU, et tout en continuant à faire de la recherche, notamment de la recherche au, je l'ai noté, King Center de Stanford.
Et maintenant, elle est en train de faire une création d'associations en lien avec l'Humanistic Leadership. Et elle nous parlera des objectifs du développement durable. Ensuite, nous aurons une présentation de Kunchika Prasad qui a fait sa thèse sur les effets délétères de la surconsommation pour l'environnement et qui aujourd'hui met en place un projet pédagogique pour enseigner ou mettre en pratique le Humanistic Leadership pour les étudiants, et elle nous parlera de ça. Et enfin, François Volpi, qui est un manager global, qui a exercé à Londres, en Espagne, en Afrique, en Australie, et qui est convaincu que le leadership est une responsabilité partagée par tous dans l'entreprise. Je laisse la parole à Geneviève Ferraud. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très émue de me retrouver en face de ces bancs sur lesquels j'ai été assise, et puis à cette place où j'ai été assise aussi. Alors moi, effectivement, j'ai quitté le monde académique qui est de l'IAE et la France il y a plus de 25 ans, et j'ai passé ces années à travailler pour l'ONU. J'ai plutôt envie de dire à servir l'ONU. Et de ce point de vue, moi, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui fait directement écho aux deux conclusions de la table ronde précédente, qui sont un monde chaotique et puis le besoin de sens. Le besoin de sens, et c'est vraiment dans ce cadre-là que je vois le leadership humaniste. Alors, pourquoi un monde chaotique ? Parce que quand moi je faisais ma thèse, je crois qu'on arrivait encore un tout petit peu à prévoir le monde, notamment quand on faisait de la stratégie d'entreprise. On avait des modèles simplissimes et très rassurants qui s'appelaient force, faiblesse, menaces et opportunités. Je ne sais pas si on en parle toujours, j'imagine que non. Mais on va dire, ce n'était pas très simple, mais on arrivait à peu près à prédire ce qui allait se passer. Puis il y a eu une deuxième phase qui a commencé à peu près au milieu des années, je dirais, 85, où on s'est rendu, 80-85, on s'est rendu compte que ça allait être plus difficile que ça. Et là, l'ONU a créé ce qu'on a appelé les objectifs de développement du millénaire. Et je vais vous en parler parce qu'imaginez, je ne sais pas si vous êtes familier avec les organisations internationales, mais imaginez que l'ONU, c'est ce qu'on appelle de la diplomatie multilatérale. Ça veut dire qu'en fait, vous avez 194 pays qui essaient ensemble de faire fonctionner la planète. Voilà, c'est un peu trivial de le dire comme ça, mais c'est quand même l'idée. Et donc, il faut qu'ils se mettent d'accord, donc il faut qu'ils aient des objectifs. Et là, on retrouve tout à fait les notions de stratégie. Et il y avait à l'époque un secrétaire général qui s'appelait Kofi Annan, et qui a dit, écoutez, c'est simple, on voit arriver l'an 2000, on va définir 8 objectifs de développement du millénaire qu'on va essayer tous ensemble d'atteindre, les 194 pays. Je ne sais pas si vous avez déjà travaillé en groupe à 2 ou 3, imaginez à 194. Donc il y avait ces 8 objectifs. Alors c'était des objectifs qui étaient assez classiques, par rapport aux missions de l'ONU, c'est-à-dire essayer de lutter contre la pauvreté, essayer d'éliminer la faim dans le monde, etc. Et puis on est arrivé tout doucement vers les années 2000, et puis on s'est rendu compte qu'il y en avait qu'on allait atteindre, d'autres peut-être pas. Donc là, l'ONU a eu une espèce de sursaut. On est entré dans une troisième phase où on a dit, bon, OK, on va faire quelque chose qu'on appelle l'agenda 2030, c'est-à-dire qu'on voit très bien que pour 2000, dans le monde chaotique dans lequel on est, on ne va pas arriver à atteindre tous ces objectifs. Donc, on va viser 2030. Alors, au petit passage, 2030, c'est dans 5 ans maintenant, quand même. Ça, c'est un petit teasing pour ce que je vais vous dire après. Et là, comme le monde est devenu plus complexe, au lieu d'avoir 8 objectifs, on va en avoir 17. Et là, on est partis, tous ensemble, comme une seule femme ou un seul homme, et on a dit, bon, on va travailler sur ces 17 objectifs de développement durable, en anglais Sustainable Development Goals, que vous pouvez trouver absolument partout et que bien sûr auxquelles toutes les entreprises se réfèrent. Et nous-mêmes à l'ONU, c'était vraiment notre stratégie et l'idée d'atteindre ces objectifs. On va y revenir parce que maintenant on est entré dans la 4e phase qui consiste à dire on a toujours ces objectifs de développement durable, mais malheureusement, on est à peu près sûr que pour la majorité d'entre eux, on ne va pas les atteindre. Et parmi les conseils de lecture, si vous voulez comprendre ce qui se passe,
Regardez vraiment les sites de l'ONU, il y en a une myriade. Regardez Sustainable Development Goals et vous verrez de quoi on parle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à une situation, alors bien sûr, elle est chaotique, elle est difficile à comprendre, etc., mais elle est surtout urgentissime et elle demande une action. Il faut inventer ou essayer de trouver de nouvelles façons de faire du leadership. Alors, je vais quand même vous parler un tout petit peu de ces objectifs parce que vous allez voir qu'ils couvrent à peu près tous les domaines de notre vie, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un leader et si vous voulez avoir une action responsable, vous devez vous intéresser à peu près tout. Ces objectifs, c'est quoi? C'est premièrement faire disparaître la faim dans le monde. Ça a marché pendant quelques années. Depuis 2-3 ans, ça régresse. Ensuite, c'est de mettre fin à la pauvreté. Bon, je crois que là, il n'y a pas de commentaire. Il y a le fait que tout le monde soit en bonne santé. Et ça, c'est des choses dont, quand on est en Europe, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes énormes, comme par exemple ce qu'on appelle la santé maternelle. Aujourd'hui, il y a encore des milliers et des milliers de femmes qui meurent en accouchant. Ça, on n'en parle plus en Europe, mais c'est ailleurs. Une éducation de qualité, ce n'est pas le cas partout. L'égalité des genres, ça non plus. Il y a tout un tas d'objectifs qu'on appelle maintenant des objectifs climatiques, c'est-à-dire avoir une eau propre. Moi, quand je parle à des gens, justement, dans le monde occidental, je leur dis souvent, « Mesdames et messieurs, vous êtes exceptionnels. » Alors, peut-être en raison de vos qualités propres, bien sûr, mais la raison pour laquelle vous êtes exceptionnels, c'est que j'imagine qu'en face de moi, il n'y a pas grand monde qui a faim. Je suppose que vous avez tous mangé déjà, aujourd'hui, quelque chose. Je pense qu'on a tous de l'eau. Je pense que vous avez pu vous laver et je doute fort que vous vous mettiez à vous entretuer en sortant de cette table ronde, quoique. Et bien ça, au niveau mondial, c'est une situation exceptionnelle et on ne s'en rend pas forcément compte. Dans les autres objectifs, il y a le fait d'avoir de l'énergie, tout simplement. De l'énergie, ça peut être simplement un peu de bois pour faire un feu, non seulement pour pouvoir cuire vos aliments, mais pour pouvoir aussi tout simplement avoir de l'eau potable. Vous avez bien sûr un travail décent, donc ça aussi c'est quelque chose qui vous est assez familier. C'est d'avoir de l'innovation technologique, c'est d'avoir une réduction des inégalités, c'est d'avoir des villes résilientes qui supportent la chaleur, qui sont capables de fonctionner. Alors nous, on a chaud. L'an dernier, à la même époque, j'étais à New Delhi, et New Delhi, à cette époque-là, il fait à peu près normalement 42-43 degrés. Je vais dire que c'est supportable. On arrive encore à vivre. Sauf que, maintenant, comme tout le monde a des climatiseurs à New Delhi, non seulement les climatiseurs consomment du carbone, mais de surcroît, ils rejettent la chaleur dans la ville. Donc aujourd'hui, à New Delhi, quand vous marchez dans une rue, il fait 53-54. Bon courage. Donc ça, c'est des exemples. Il y a bien sûr la consommation responsable, vous nous en parlerez. Il y a le fait d'essayer de sauver les océans. Il y a le fait d'essayer de sauver ce qui se passe au-dessus des océans et sur Terre. Et puis, il y a bien sûr la paix et la justice. Mais récemment, j'ai fait une conférence sur l'utopie, et puis on m'a dit, oui, effectivement, l'ONU et l'utopie, ça ressemble assez. Mais tout ça pour vous dire que sur 17 objectifs, le dernier, évidemment, c'est la paix, mais tous les autres, ce n'est pas une question de guerre, ce n'est pas une question de paix dans le monde, c'est simplement notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, ces objectifs, dans 5 ans, je ne sais pas si on les aura atteints, ça va être vraiment difficile. Alors, à Genève, où se trouve mon bureau, on avait une plaisanterie qu'on appelait le lake joke, la plaisanterie du lac. C'est que quand on arrivait le matin, on avait une espèce d'abstract de toutes les catastrophes qui s'étaient passées dans le monde pendant la nuit. Et c'était un gros fichier. Et puis là, on regardait ça, on se réunissait, puis on disait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va tout de suite se jeter dans le lac de Genève, le lake joke, ou bien est-ce qu'on va travailler? Et on allait travailler. Mais pour travailler, il faut travailler peut-être un peu différemment. Et c'est là qu'on retrouve les notions de leadership humaniste. Parce que pourquoi? On parlait de sens tout à l'heure. Quand vous travaillez pour l'ONU, c'est parce que vous essayez de donner un sens et vous essayez de servir à quelque chose. Donc, il y a une dimension éthique. Donc, ça veut dire qu'en termes de leadership, on a bien sûr des objectifs d'efficacité. On ne gagne pas d'argent, mais il faut quand même gérer des budgets et les gérer de façon responsable. Mais on a aussi toute une autre forme de comportement qui essaie d'être holistique, qui essaie d'être inclusif
et qui essaie d'utiliser des outils de leadership qui ne sont pas forcément exprimés de la même façon dans des entreprises privées, mais qui sont quand même très intéressants. Alors moi, je voudrais vous en citer quelques-uns qui, pour moi, sont des éléments absolument essentiels d'un leadership humaniste. Le premier, c'est bien sûr la pensée systémique. Alors, la pensée systémique, c'est très, très vieux, et puis c'est très, très connu, mais on ne le met pas toujours en action, en effet. Et quand on regarde, et je suppose que vous êtes parfaitement au fait de tout ça, quand on regarde ce qu'est la pensée systémique, quand on sait maintenant ce qui se passe au niveau de l'environnement, que la raison pour laquelle vous êtes en train de vous éventer avec vos feuilles, ou votre chapeau, ou votre éventail, c'est parce qu'on n'a pas eu d'approche systémique. Ben, c'est la même chose au niveau d'une organisation. Un leadership humaniste nécessite de prendre en compte tous les éléments d'une organisation et surtout, grand mot de la systémique, la façon dont ils interagissent. Un autre exemple qui, à mon avis, fait partie du leadership humaniste de façon absolument intégrale, c'est ce qu'on appelle le design thinking. Je suis désolée, je ne sais pas le dire en français, qu'on vous enseigne en marketing, mais qui en fait est très, très intéressant pour toute action que vous tentez. Vous voulez faire quelque chose, c'est formidable, soyez proactifs, allez-y doucement, faites des prototypes, regardez ce que ça va donner. Un autre exemple d'outil qui doit être dans du leadership humaniste, et je dirais qu'après 20 ans de diplomatie multilatérale, je suis convaincue que ça marche, c'est ce qu'on appelle the principal negotiation, c'est-à-dire des techniques de négociation, je crois qu'à une époque on appelait ça le Harvard Negotiation Project, qui sont basées sur le respect de l'autre et la recherche mutuelle des avantages de chacun. Et ce que je peux vous dire, et encore une fois, là, pour avoir participé à de très nombreuses négociations, c'est que c'est difficile, mais ça marche. Et surtout, ça donne des résultats qui sont beaucoup plus durables que certaines négociations qui semblent parfois provoquer ou donner une victoire, mais qui sont des victoires à la Pyrrhus ou des victoires éphémères. Et puis, il y a une dernière chose dont je voulais vous parler en termes de leadership humaniste. Et puis, effectivement, tu as mentionné que j'ai eu la chance de faire un tour à Stanford. Et là-bas, ils ont développé quelque chose qui s'appelle le life design. C'est-à-dire, on va s'intéresser maintenant au leader ou à la leader. Parce que c'est pas facile d'être leader. C'est génial, mais c'est pas facile. Et le life design, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait savoir ce qu'on veut de sa vie, savoir ce qu'on veut en faire et savoir le sens qu'on veut donner à sa vie. Et moi, je vous encourage vraiment à aller jeter un coup d'œil sur ce qu'ils font parce que c'est très intéressant. Au début, c'est un outil qu'ils avaient, c'est basé sur du design thinking, c'est un outil de développement personnel qui avait été mis au point pour les étudiants de Stanford, parce que les étudiants de Stanford, quand ils avaient fini Stanford, ils avaient tellement de possibilités qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient pas choisir, les pauvres, c'était difficile. Donc ils s'étaient dit, il faut réfléchir à ce qu'on veut dans sa vie. Puis on s'est rendu compte que ça fonctionne finalement et c'est utile à toutes les étapes de la vie. Et moi, aujourd'hui, je l'enseigne à l'ONU, ce qui permet aux futurs retraités de l'ONU, après, de créer des ONG qui font du leadership humaniste, etc. Donc c'est un cercle vertueux. Donc ça aussi, le life design, réfléchir à ce qu'on veut dans sa vie, c'est un outil intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, un monde difficile, mais ça fait 35 ans, 40 ans qu'on sait qu'il est difficile, donc autant faire avec, et des outils spécifiques qui permettent de gérer peut-être un peu différemment, de façon holistique et inclusive, pour essayer de relever tous ces défis. Merci. Merci beaucoup. Pour être sûr d'avoir avoir suffisamment de temps pour chacune des présentations, je vous propose qu'on passe à la seconde, puis à la troisième présentation et qu'ensuite la séance de questions ne vienne qu'à la fin. Donc, je passe la parole à Kunchika Prasad qui va nous expliquer comment on va développer l'humanistic leadership à l'IAE. Merci, Manuel. Oui. Good afternoon, everybody. I'm going to speak in English, but of course, you can ask me questions. Vous pouvez me demander des questions en français si vous voulez. Je vais essayer de me débrouiller, mais au cas où, sinon, j'ai des personnes qui peuvent m'aider. But the presentation is I'm going to be very quick presentation. It's going to be in English, and 8 minutes is not a lot of time to explain to you all the things that we are doing and we're trying to do at IEE, but I will try to be short. So the photo that you see here is, of course, the Amphi Tabatoni.
it's empty. But the photo that you also see here, it's from the graduation ceremony that we had with the kids recently. It's been about 3 or 4 weeks, where they all graduated and they received this small number of stocked booklets that you can see here, which is the Empowering Humanistic Leadership collection of articles, which is right here. They were created by the MSc International Business students who participated in various different ways to make it successful. But before I tell you exactly what we're doing, I want to make a short overview of where, even if these things and activities that we're doing now is for 2025, it didn't start in 2025. It started in 2023 and in fact even 2022, but we made mistakes. We were like brainstorming, should we do this? Is this better? Because sustainability or empowering humanistic leaders is complex. It's not easy. And we wanted to not create a course, but we wanted to have what we call today, what you see in the second line, is the EHL Lex curriculum, which is the Empowering Humanistic Leadership, of course, and Lex means learning experience. And then I'm also going to speak about what other programs are going to do in the future, because currently for M2 or Masters 2, we're only focused on international business, but it's a start. So, like I said, in the beginning, and the result of all of this is actually the students were told that's actually Rob, the small text that you see there, and it's a robot, an algorithm that is speaking to the students to tell them how they can be empowered humanistic leaders. We asked the students to focus on maybe sustainability and environmental awareness events or debate, which is what you see in the middle in the circle, or cultural awareness, mindfulness, humanitarian projects, peer networking. They had a lot of different opportunities or aspects that they could engage themselves in. And they were supposed to prepare a journal-like article, which is what they prepared. And it's all these 160 pages as proof of all their memories and what they've actually learned in terms of empowering humanistic leadership. But then this year, we decided to change, or might I say 2024, 2025, to be more precise. We gave birth, EAO gave birth to Empowering Humanistic Leadership Learning Experience. The booklet that you see there is for the mentors. So what we try to do is we try to incorporate different alumni or different mentors who could engage with the students in becoming humanistic leaders. We asked them, it was a task to look for the mentors. So we first looked for the mentors. Then we asked them how to prepare. We did some online briefing with them. So there's even work even on the side of the mentors, where we have certain guidelines in place to tell them what exactly is expected. And mind you, all these mentors are doing this for free, which means it's a value that is, or it's a core value that is important for them. And the idea is that the mentors try to engage the students in achieving the Empowering Humanistic Leadership experience, which is all about, first, the students now come into the picture. They have an orientation day. They learn what is the Anthropocene, what is Holocene. They try to put in place all the competencies they might have in terms of management, but also in terms of sustainability. They look at planetary boundaries, they look at the donut economy, etc. And then the students work really, really autonomously or independently on companies. And we, or for the moment, it's just me, but next year we're going to have more people. We do a progress check on the first day. Then they have another progress check in a couple of weeks or days, as you see. Then they submit a really short white paper, which is just 5 to 10 pages max. And they make a quick 5-minute presentation. So it means it has to be something extremely impactful.
And today, I don't know if you've already noticed, if you've had the time at the reception, the winning, I would like to proudly present the winning teams of the EHL Lex experience today. The students have prepared for you a poster presentation, which is available at the reception of what exactly that they've done with the EHL Lex experience. So to give you more details, the core concept that they focused on, as you can see on the left, is the planetary boundaries, which basically says, if I may take an example, a lot of you are waving your fans and some of you are feeling really, really hot, or maybe all of us are feeling really hot. It just signifies that we are no longer in the era of Holocene. We are in the era of Anthropocene. What that means is, even if there was, let's say, a small pond here, and we put a couple of fishes, if we took the fish out of the pond, they would not be able to survive. So similarly, human beings, we can only thrive at a certain condition. Clearly, we're not thriving now because it's really hot for us. This is not the best condition for us. But if I crank the temperature of this room to 60 degrees plus or minus 60 degrees, good luck. I don't think any of us is going to leave this room. So that is what we call the era of Anthropocene, which says that I'm sorry, but we are no longer in the era of Holocene, where the Earth's temperature fluctuates between plus minus 1 degree. Now we are encroaching 2, 3. There are several estimations of and we are hotter and hotter. There's heat wave, there's climate change, there's wild bushfires, and it's a vicious cycle. So the students learn about the planetary, all these 9 planetary boundaries that you see on the left signify climate change, biodiversity loss, aerosol loading, is there air pollution, etc., etc. We have 9 planetary boundaries. And on the right, you see the donut economy, which means that it is actually based on the planetary boundaries, but it says that if you see the small dark green circle, which says social foundation, and then a little bit larger green circle, which says the ecological ceiling, it says that we cannot be poor, we cannot be hungry, we cannot have these primary needs not met, and we cannot still think about sustainability. So education is necessary, food is necessary, primary needs, shelter, all of this is necessary. But at the same time, if there's a lot of political turmoil, if there is, we cannot speak up, we don't have a voice, that is another problem as well. So we also need some ecological ceiling. So the sweet spot that you see between the ecological ceiling and the social foundation is where we can best thrive and be sustainable as well. So the students who are working on the EHL Lex, they work on these 2 core concepts of planetary boundaries and the donut economy. And they have a long list of guidelines, 12-page, if I may, to be precise. And the mentors also have a long list of guidelines. And they follow these guidelines to say that, hey, these are the primary boundaries that we want to tackle as a group. The theme of this year was pollution. So all the students worked on the theme of pollution by focusing on the 2 core concepts that we just saw. And they were also expected to map the different stakeholders. Who are they? What are their categories? Why are they interested? What are their responsibilities? How can we have better strategies to deal with these stakeholders? Maybe suppliers, maybe community, maybe clients, media, what have you. They worked on a specific company. They worked in groups. Some of the students worked in Bioderma. Some of the students worked in something else. Multitude, we had 12 companies in total. And their idea was to engage themselves as a role player, as a stakeholder. So they chose that we want to be the marketing department head, or we want to be the company director, or what have you. And they tried to think of the planetary boundaries and the donut economy and the stakeholders. And despite all these complex demands, how can they propose solutions that enable them to be more eco-friendly, more environmentally friendly, and more socially responsible?
thanks to that. We had some winning teams. So the final day is, of course, the kickoff event. So we let the students enjoy the fruits of their labor, and we give them a certificate of appreciation that they can take back, but also remember in the future that, hey, we did something in terms of empowering humanistic leadership. And if they are able to be socially and environmentally responsible and show companies to follow this path, then they stand out from the crowd. They are unique and they are doing something that is also in demand. But we also tried to create this value in them and appreciate and acknowledge this value in them. Also, we do have a good news. So, of course, progress, change always takes time. We are no different. So this year, well, since 2022, we have been trying to pilot the EHL Lex. Last year, we did something different, which is what we spoke about. This year, we have something more established, more stable, and more engaging for the students that engages them firsthand. And next year, it's not just going to be the International Business Program, but also the Marketing and Brand Management Program. And in the future, we envision to expand the EHL Lex. Yet again, it's not a course, it's a learning experience that the students engage in with their lovely mentors. We envision to expand them in other M2 programs. However, thanks to our one of the professors here, Florence Danon, there is already something extremely stable in M1, which is the students are working only exceptionally with NGOs or associations or nonprofit organizations, basically. It's not exactly an internship, but they have to contact these companies. They have to dive themselves within the company and again create a pitch in the end. So all in all, in the M1 level, we already had something really established for the empowering humanistic leadership. But with the M2 at the M2 level, we are starting the EHL Lex, and hopefully we will be able to go furthermore so that the students, if someone tells them c'est la fin du monde, they will be able to say idéalement pas tout de suite. And they will be able to maybe give some skills and competencies of how it's not pas tout de suite. Merci beaucoup. Nous avons une organisation internationale, un enseignant-chercheur de l'IAE. Nous allons passer avec quelqu'un qui représente plus les entreprises traditionnelles. François Volpi. Bonjour. Est-ce que vous... Ça fonctionne? Ok. C'est chaud. Mon nom est François Michel Volpi. Et si vous le prononcez à la française, si vous le prononcez à l'italienne, c'est Volpi. Et ça veut dire renard, pour ceux qui aiment l'italien. Le leadership commence avec l'intelligence émotionnelle. C'est Goleman qui a dit ça. Il y a deux cerveaux. Il y a un cerveau gauche, analytique, cerveau droit, cerveau des émotions. Donc le 70e anniversaire de l'IAE, pour moi, c'est aussi une opportunité de revenir ici après de nombreuses années et de remercier les enseignants. J'en vois deux ici que je connais bien, Robert Weiss et Jean-Paul Lénardi, qui sont d'ailleurs des amis maintenant, et bien d'autres. Ces gens-là ont contribué au concept d'apprendre à apprendre, et surtout, ils ont formé des centaines, peut-être des milliers d'étudiants, et contribuer à former des étudiants, c'est contribuer à leur leadership. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Je vais citer une phrase d'Albert Camus, qui est un de mes écrivains préférés, bien que je sois très anglo-saxon, puisque j'ai passé 10 ans à Londres et dans de nombreux pays. Un bon prof, c'est celui qui marque notre destin. Et des bons profs à l'IAE, j'en ai vu beaucoup. Et j'ai aussi étudié à INSEAD, qui est une business school assez huppée, et j'ai pu constater que les enseignements de l'INSEAD étaient équivalents à ceux de l'IAE, mais par contre, il y avait une différence essentielle, c'est le coût. Le coût de l'INSEAD
Et le coût de l'IAE, ça va être du simple au multiplié par 5 ou 6. À l'époque, j'avais payé, je crois, pour faire l'IAE, j'avais payé 10 000 francs. Quand je suis allé à l'INSEAD, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, remercions les profs, c'est aussi faire preuve d'intelligence émotionnelle. Ensuite, je vais vous parler de 3 entreprises dans lesquelles j'ai été vice-président. Hewlett-Packard, où j'ai appris vraiment ce que c'était que l'intelligence émotionnelle et le leadership. On va en parler un petit peu plus tard. Walgreens, qui est la plus grande entreprise mondiale de distribution de médicaments, de fabrication de médicaments, avec des up and downs, comme diraient les Américains. Et ensuite de Rio Tinto, qui est une des 2 plus grosses corporations au monde global, qui extrait des ressources, les transforme et les vend au gouvernement. Il y a plusieurs styles de leadership. Dans les entreprises, on rencontre plusieurs types de leadership dans lesquels elles opèrent selon la personnalité des fondateurs, des dirigeants. Vous prenez par exemple une entreprise autocratique, je vais vous en citer une, c'est l'entreprise qui a créé Steve Jobs, Apple, très autocratique. Une entreprise démocratique, vous avez des entreprises charismatiques, ou des entreprises situationnelles comme Amazon, où vous avez des objectifs très clairs, et si vous n'atteignez pas les objectifs, comme ils disent, if you don't meet objective, there are consequences. Il y a des conséquences. Donc, il y a de bons rewards, il y a de bons bonus, mais aussi, il y a aussi des malus. Quand apprend-on à se construire en tant que leader? Donc, je vais vous parler de moi là-dessus. Bon, moi, j'ai fait des études scientifiques d'abord. Ensuite, j'ai fait l'IAE. Comme Faury, un petit peu, je travaillais et j'étudiais. C'était d'ailleurs assez sympa de venir ici. C'était en plein été, il y avait une piscine à l'époque. À la place, je crois que c'était la piscine était. C'est ça, hein, Jean-Paul, hein. Donc, on se baignait de temps en temps, c'était super. Hein. Donc, le leadership, c'est pas un poste, c'est pas une posture, c'est une fonction sociale, c'est ce qu'on réalise, c'est de l'output. C'est pas ce qui parle, hein, qui réalise, c'est ceux qui font. Et c'est ça le leadership pour moi. Et le leadership se développe à travers des expériences difficiles, des missions compliquées, et en accompagnant les autres comme mentor dans leur développement. Ça, pour moi, c'est fondamental. Personnellement, j'ai été initié au leadership sur le terrain par des leaders qui m'ont mentoré, qui m'ont coaché, en partageant les bonnes pratiques managériales et les bons savoir-faire et les bons savoir-être. Ça, c'est important aussi. Parce que le leadership, ce n'est pas que produire quelque chose, c'est aussi se comporter en pratiquant des sports collectifs. Faury, j'ai entendu que Guillaume Faury pratiquait des sports. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Sport individuel et collectif. J'ai pratiqué de la boxe, j'ai pratiqué du golf, j'ai pratiqué de la natation. J'ai pratiqué des sports collectifs comme le volley. Et ça m'a apporté beaucoup de la combativité, du courage, des lectures ciblées, des conférences sur le management change. Moi, j'ai beaucoup lu Boris Cyrulnik. J'ai fait beaucoup de transformations dans les entreprises où j'étais. J'ai beaucoup lu Boris Cyrulnik sur la résilience dans le sport. Ça m'a beaucoup apporté hors de ma compétence de vice-président. Ça m'a beaucoup aidé à aller au-delà de ce que je pouvais faire. La prochaine décennie va demander aux leaders d'être fermes et adaptables, connectés à leurs valeurs, intégrité, courage et respect, et faisant face à des transformations, comme l'ont dit mes 2 collègues auparavant, mes 3 collègues, business model et géopolitique. Il y a des choses que l'on peut gérer et des choses que l'on ne peut pas gérer. Et l'environnement socio-politique et géopolitique, il n'est pas gérable pour un dirigeant. Donc, moi, ce que j'ai dit toujours à mes cadres, c'est ce que vous pouvez gérer, vous faites. Ce que vous ne pouvez pas gérer, vous laissez tomber. Ou alors, vous appelez votre boss et vous transférez le problème. Et comme le boss, il n'est pas content, il revient vers le cadre dirigeant et lui dit « à toi de faire ». Donc, c'est un petit peu la quadrature du cercle.
Le leader du futur devra être centré sur l'aspect humain, empathie, écoute active et création d'un environnement inclusif où chaque employé se sentira valorisé. Et quand je parle d'écoute active, hein, j'ai rencontré beaucoup de dirigeants qui s'écoutaient eux-mêmes. Et ça, de moins en moins, je dois reconnaître, hein, dans les entreprises anglo-saxonnes, de moins en moins. Mais la première entreprise que j'avais faite, qui était une entreprise française, j'ai rien contre les Français, je suis Français moi-même, j'avais quand même cru comprendre que si tu faisais, ça valait, si tu ne faisais pas, bon, tu risquais d'avoir quand même quelques problèmes. Donc, l'écoute active, c'est vraiment essayer de comprendre, hein, les émotions de celui que vous avez en face de vous. Ça, c'est fondamental dans le leadership. Un leader qui n'a pas d'émotions, ça ne peut pas être un bon leader. Et qui les exprime et qui écoute les émotions des autres. Ça, c'est fondamental. C'est au sein d'HP que j'ai appris et que j'ai expérimenté le leadership. Le HP Way, ce fameux concept qui est cher à Packard et Bill Hewlett, a été pérennisé par plusieurs CEO avec plus ou moins de bonheur. Je vais vous en parler un petit peu. Le HP Way, c'est cinq choses. C'est la confiance et le respect des individus. C'est le focus sur un haut niveau de contribution. Et ça, c'est fondamental. Ce n'est pas uniquement que de la philosophie. C'est-à-dire que moi, j'ai vu dans mes business units respectifs où j'ai travaillé à HP, c'est que si vous n'avez pas de bons profits, vous ne pouvez pas réinvestir en recherche et développement. C'était aussi clair que ça. Donc, il y a un côté très humain, mais un côté aussi très ferme. Conduite du business avec intégrité, ça, c'était non négociable. Par exemple, des choses très très simples, les notes de frais que j'avais chez HP, personne ne me les vérifiait. Personne. Il y avait quelques contrôles aléatoires, mais il n'y avait jamais de divergence ou de gens qui profitaient. Franchement, je n'ai jamais entendu, au bout de 10 ans, jamais personne qui avait profité du système. Parce que la culture faisait qu'ils avaient intégré le fait que la confiance, c'était quelque chose de partagé. Travail en équipe, bien entendu, et encourager la flexibilité et l'innovation. Quand j'entends parler de télétravail, ça m'amuse assez parce que j'ai pratiqué le télétravail en 1994. Donc, quand j'entends maintenant, wow, cette compagnie, elle pratique le télétravail 2 jours, 3 jours, 1994, sans problème. Uniquement parce qu'il y avait la confiance qui était instaurée et les gens faisaient leur taf sans problème, hein, et se branchaient dans l'ordinateur et ils travaillaient. Donc ça, c'est... Je vais vous citer l'exemple d'un CEO avec qui j'ai travaillé directement, qui est le CEO d'HP, hein, qui s'appelle Enrique Lores. J'ai été son vice-président des ressources humaines. Donc, quand j'étais en assignment, comment on appelle ça, assignment, aide-moi, expatrié à Barcelone. Enrique Lores, il est espagnol. Il est CEO maintenant et président de Hewlett-Packard. Il est rentré comme ingénieur. Hein. Il a fait 35 ans dans la même compagnie et maintenant, il est CEO et président. C'est magnifique. Je trouve que c'est magnifique. Donc ce gars-là, il ne fallait pas lui raconter comment on utilisait les valeurs ou comment on ne veut pas les utiliser. Il savait exactement. Donc moi, il a contribué à mon développement, au business model, aux canaux de distribution, à la recherche et développement, focus sur le client. Et moi, j'ai contribué à son développement. Sur l'écoute, sur le well-being, sur le développement du comité exécutif, sur le positionnement de la fonction ressources humaines. Je participais au comité de direction et je parlais, quand j'en avais envie, sur les finances, sur la supply chain, sur procurement, sur la RSE. Et les gens, mes collègues, intervenaient sur les ressources humaines quand ils en avaient envie pour dire ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Donc c'était vraiment le pire. Ça, c'est un terme que vous devriez retenir, surtout les étudiants, c'est le peer-to-peer coaching. Ça, j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'est pas très bon partout. Hein. Mais quand vous trouvez un jeune ingénieur qui est très bon en informatique, par exemple, vous allez le voir et vous partagez avec lui. Et ça, faut pas. Je trouve que c'est un concept très, très fort. Par contre, lorsque le HP Way est dévoyé, je l'ai vu, quand on a racheté Compaq,
je peux vous dire que les conséquences ont été terribles, hein, parce que la CEO, c'était une femme. Je la connaissais assez bien d'ailleurs, qui était une femme très, très compétente et qui a eu beaucoup de résistance quand elle est rentrée, puisqu'elle ne venait pas de la compagnie, elle venait hors de la compagnie. Donc ça a été un échec financier, technologique et culturel, et ça lui a coûté son job. Le board lui a demandé, Carly, it's up, you go. Donc c'est une culture, comment dirais-je, très humaniste, mais quand vous faites pas le taf, il y a aussi des conséquences. Le leader du futur devra diriger avec détermination et avoir des valeurs. Ça, c'est mes collègues en ont parlé. Faury en a parlé. Maurice Sayas en a parlé. Le seul profit, j'ai entendu que Maurice avait repris ma phrase, le seul profit n'est plus la mesure du succès. Seul le profit n'est plus la mesure du succès. Le stakeholder management de Maurice Sayas et Dave Lurick, c'est-à-dire manager l'environnement, c'est fondamental. C'est-à-dire manager la presse, manager la télévision, ça, ou au moins avoir des bonnes relations avec eux. Je veux illustrer mon propos par deux, puisqu'il me reste 4 minutes. Elles sont vachement directives avec moi, mes collègues. Je vais vous parler de Rio Tinto. Et le CEO de Rio Tinto a été, c'était un Français, c'est le seul Français qu'il y a eu. Quand j'y étais, il a été mis à l'écart parce que en Foran, il y a eu une destruction de sites aborigènes à Juukan Gorge en Australie, et ça lui a coûté son poste. Il n'avait pas respecté la valeur cardinale de Rio Tinto, qui était de consulter les autochtones du site. Et il avait d'excellents résultats, une excellente performance financière. Pareil pour un des CEO d'HP, dont je ne citerai pas le nom, qui a été impliqué dans une histoire de remboursement de frais de sa compagne et de harcèlement sexuel. Il a subi le même sort. Et il avait d'excellents résultats. L'enquête diligentée par le board lui a demandé « Monsieur, you are out ». Donc c'est ça le leadership humaniste. Il y a des valeurs, vous les respectez. Vous ne les respectez pas, il y a des conséquences. Aujourd'hui, les leaders gagnent le respect en pratiquant la transparence, l'humilité et l'authenticité. En admettant les erreurs, les leaders, en favorisant la confiance et en encourageant la culture d'innovation, les leaders gagnent en transparence et en respect. Et le respect, c'est essentiel. Il y a un livre que je vous conseille, ça s'appelle, comment ça s'appelle? Je vais le noter quelque part, je vais le retrouver. C'est The Speed of Trust de Stephen Covey. Et il démontre que si vous accélérez la confiance dans une compagnie, elle devient de plus en plus rentable. The Speed of Trust. Et ça, c'est aussi un concept qui n'est pas financier, hein, mais ça marche bien. Hein. Donc je vais terminer, puisqu'il faut que il me reste 2 minutes maintenant, peut-être même pas, 1 minute. Donc le leader qui impactera sera un leader humaniste, pour moi. Et le leader humaniste, il y a 5 choses. L'accent sur les valeurs humaines, le bien-être des employés, le développement personnel, l'empathie, chercher à comprendre les émotions, une communication ouverte, la collaboration, l'esprit d'équipe, teamwork, le développement personnel des employés, valeurs éthiques, encouragent une culture d'intégrité au sein de l'organisation, pas de triche, une vision partagée autour d'objectifs communs et la responsabilité sociale. Prenant en compte l'impact de leurs décisions sur la société, sur l'environnement, cherchant à promouvoir des pratiques durables. Je termine par une phrase de Jean-Pierre Petroghieri, qui est un prof que j'ai eu à INSEAD. Je ne cite pas toujours les gens d'IAE non plus. Hein. You become a leader when people start learning from you and with you. C'est-à-dire, vous devenez un leader quand les gens apprennent de vous et avec vous. Merci à vous. I had a remark regarding the program, and I was wondering if when
communications and human resources would join the program? That's my first question. Deuxième question, c'était plutôt de manière générale. On parle d'un management humaniste et de comment est-ce que ce management doit se mettre en place. Aujourd'hui, une des principales sources de financement un des principaux postes de financement de la sécurité sociale en France, c'est le malaise. C'est le malaise psychologique des salariés en particulier. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on est tous en train de prôner un discours de management humaniste avec des salariés qui aujourd'hui payent les conséquences d'un management qui est tout sauf humaniste. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on va faire pour réconcilier ces deux ponts, ces deux espaces? Ok, la deuxième question est pour qui? Elle est générale. Je vais essayer de vous répondre en français, par respect. Le programme, si j'ai bien compris votre question pour ressources humaines, après, comme je vous déjà expliqué tout à l'heure, on sait tous que le changement prend un petit peu de temps. Et toujours, si c'est un grand changement, il faut aller un petit peu systématiquement. Et là, c'est le problème je vais être honnête avec vous, est que tous les programmes ne sont pas prêts d'avoir une sensibilité pour Empowering Humanistic Leadership. Par exemple, pour International Business, c'est très très important parce que il fait beaucoup de choses carbone qui n'est pas très bien pour la planète. Donc ça, c'est tellement très très intéressant. Pour les ressources humaines, si vous me permettez, ils ont déjà un petit peu en responsabilité sociale. Pas tous, mais normalement, ils sont sensibilisés de faire... donc, comme je vous dit tout à l'heure, pour être honnête, ça va prendre un petit peu de temps. On a demandé les différents dirigeants de programme. Et c'est aussi le problème de temps, des fois, parce que vous voyez, il y a des cours où il y a un petit peu d'espace pour mettre cette chose qui est très nouveau. Mais il y a des fois aussi des cours où ils sont tellement chargés avec ce qu'ils ont déjà en place. Mais je vous assure que déjà, l'année prochaine, ça va être 12 programmes au lieu de 0. Et dans le futur, on envisage que c'est obligatoire pour tous les programmes. Mais il faut juste mettre un petit peu de huile sur le... J'ai répondu à votre question. Merci. Et pour la seconde partie de la question, c'est justement pour ça que c'est important. C'est-à-dire que c'est vraiment parce qu'il y a un malaise en entreprise et un mode de management qui est parfois du micromanagement, qui est parfois un management autoritaire, qui est parfois tout ce qu'on déplore en fait, que je pense qu'il est important de former la génération future. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose. C'est une question, je ne veux pas trop généraliser parce que moi j'ai eu la chance de travailler dans des global corporations où je n'ai pas rencontré ce genre pas trop en tout cas rencontré ce genre de problème. Mais je crois que les générations qui arrivent, elles sont très différentes et elles demandent autre chose de leaders. Et les leaders ne sont pas forcément formés, n'ont pas forcément envie, ça c'est aussi de jouer ce jeu-là. Donc par exemple, l'histoire de peer-to-peer coaching, d'aller voir un jeune ingénieur ou un jeune technicien qui connaît bien l'informatique, et vous, si vous avez 50, 60 ans, vous n'avez pas les mêmes connaissances informatiques ou en AI avec ChatGPT ou je ne sais pas quoi, je crois que ce genre de choses, il faut l'accepter. Et être un leader, c'est aussi accepter le changement et les tensions. Et ça ne s'apprend pas à l'école, hein. Ça s'apprend sur le terrain. Moi, je l'ai appris à mes dépens, quelquefois. Je l'ai appris sur un terrain de sport, sur un tatami, parce qu'il n'y a pas de... Il faut être humble, il n'y a jamais de plus fort que vous. Vous n'êtes jamais plus fort que les autres. Ça, c'est l'humilité aussi, hein, du leader. Donc, je pense qu'il y a plusieurs problèmes là-dedans. Mais moi, je vois aussi des gens très motivés dans les entreprises, hein,
et qui ne se plaignent pas de leur leader. C'est pour ça que je ne veux pas trop généraliser là-dessus. Mais ce que vous dites est vrai. Il y a dans les sondages, hein, je ne veux pas de naïf non plus, parce que chez Rio Tinto, j'ai vu, on a fait un sondage. Il y a des gens qui se plaignaient sur de la maltraitance dans certaines mines, du bullying, on appelle ça, hein, c'est-à-dire on peut traduire ça en français, du harcèlement. On a fait une enquête et on a vu que c'était vrai, alors qu'on ne s'en était pas rendu compte parce que les gens n'osaient pas en parler. Mais par contre, les conséquences ont été extrêmement fermes, hein. Je peux vous dire un truc, c'est que les dirigeants, ils ont eu un impact sur leur bonus, hein, directement. Donc là, ça a changé. Au bout de 2 ans, ça a changé, comme par hasard. On prend 2 autres questions avant, donc levez la main si vous voulez, comme ça on prend 2 autres questions et comme je vous enverrai la pause après. Mohamed peut aussi répondre, en fait il est arrivé un peu après, mais il était prévu dans la chaise vide, donc s'il veut répondre, il est le bienvenu. Donc, François, vous avez mentionné la confiance, qui est pour moi une valeur essentielle et que j'essaye aussi de mettre en place au sein de mes équipes. Toutefois, je vois que de grandes sociétés qui, depuis quelques années, notamment le Covid, ont fait d'énormes profits, qu'on a même appelé super profits par ailleurs, ont décidé de revenir en arrière sur le télétravail car ils trouvaient que les salariés n'étaient pas assez, contrôlés. Quelle est votre vue en tant qu'ancien VP Human Resources là-dessus et est-ce que vous pouvez décrypter cette tendance parce que j'ai du mal à la comprendre personnellement? Si j'ai 30 minutes, je peux décrypter. Le télétravail, pour que ça marche, il faut que ce soit négocié. Il ne faut pas que ce soit imposé. Ce qui s'est passé pendant la Covid, c'est que ça a été imposé. Moi, quand j'ai mis le télétravail en place avec mes collègues, ça a été négocié. Ça a été négocié avec les comités de direction et les syndicats, où il y avait des syndicats. Et aux États-Unis, on l'a négocié, hein, avec des comités d'employés. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce que vous citez, c'est le respect. C'est-à-dire, c'est le respect des engagements. C'est ne pas tricher non plus, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des excès avec le télétravail pendant la Covid. Et c'est pour ça que maintenant, il y a un certain nombre de sociétés, comme j'ai vu en France, la Société Générale, ils veulent faire revenir les employés. Ils ont même fait grève. Tesla, il était plus ferme, lui. Elon Musk, il a décidé que ceux qui ne revenaient pas, ils étaient licenciés. Très clairement. Microsoft a fait la même chose. Il demande aux employés de revenir. Donc il y a beaucoup. Je crois qu'il y a ce problème de confiance. Hein. Il y a un problème de résultat aussi. Et un problème de sociabilisation. Les gens ne sociabilisent plus. Hein, ils ne se le voient plus. Ça, c'est quand même un problème sérieux. Hein. Pour avoir du travail d'équipe, il faut que les gens se rencontrent. C'est bien beau d'avoir des téléconférences. Moi, j'en ai tous les jours. Au bout d'un moment, ras le bol, ras la casquette. Hein. D'avoir des téléconférences et des gens qu'on ne voit plus. Donc, il y a plein de compagnies qui exigent, à Londres par exemple, normalement, les contrats avec les jeunes gens nouveaux, c'est 3 jours on-site et 2 jours télétravail. Ça convient assez. Mais il faut que les gens se réunissent et se voient. Surtout quand il y a des situations compliquées, quand il y a des conflits, sur du project management. Donc, je ne sais pas si j'ai un petit peu essayé de décrypter votre question, mais c'est pas binaire. Hein. Ce n'est pas binaire. En effet, je pensais plutôt même aux entreprises qui avaient déjà, par exemple, 2 jours de télétravail qui ne passent plus qu'à 1 ou à 0. Où là, ce n'est pas un problème de voir les gens, parce que quand on est sur place 3 ou 4 jours, on peut déjà voir ses collègues, mais vraiment une demande de contrôler, de micromanager de plus près. J'ai l'impression qu'il y a une peur de ne pas voir les personnes dans l'open space. Oui. Il y a un certain nombre de managers qui ne sont pas formés à ça. Ce qu'on appelle le remote management, c'est d'abord créer la confiance dans un groupe. Parce que quand vous travaillez avec des Indiens ou des Sud-Africains, ceux qui m'arrivent, que vous parlez tous anglais et que c'est un anglais qui est plus ou moins rubbish, hein, comme dirait, ça dépend. Il faut déjà se comprendre. Et pour se comprendre, il faut s'écouter. Et pour s'écouter, il faut au moins s'apprécier. Donc c'est pas simple. Hein. Le télétravail, c'est quand même pas simple. Mais c'est sûr que c'est plus simple de voir les gens face à face. Mais de toute façon, il y a des endroits où c'est pas possible. Hein.
Quand vous travaillez les Indiens ou l'Afrique du Sud, il y a des décalages horaires. Merci. Une dernière petite question rapide, si vous voulez. S'il n'y a pas de questions, je la pose direct. Pas de questions? Bon, ben, merci à tous. C'était vraiment très intéressant. Je vous remercie. Merci au public.